Bonsoir à tous. Voilà, on va commencer. On ne va pas prendre trop de retard. Madame la députée, mon général, mesdames, messieurs, chers camarades, bienvenue à la première table ronde de la semaine sur le transhumanisme. Merci d'être venus si nombreux en répondant présent à notre invitation. C'est avec grand plaisir que nous ouvrons aujourd'hui ces réflexions essentielles préparées depuis maintenant quelques mois par des étudiants des écoles de Saclay. Le progrès des sciences et des techniques a amélioré profondément les conditions de vie de l'homme depuis le XVIIIe siècle. Mais nous sommes entrés dans une nouvelle dimension où le progrès technologique concerne l'homme en lui-même et s'apprête à changer sa nature. La question d'augmenter l'homme, qui a surgi à partir des années 60 avec le courant transhumaniste, nourrit aujourd'hui l'imaginaire de la Silicon Valley et des géants du numérique comme les GAFA américains et les BATX asiatiques. Ces partisans soutiennent que nous avons le droit, voire le devoir, d'utiliser la technique pour nous transformer, nous augmenter et vivre plus longtemps. Que l'on parle d'intelligence artificielle, de biotechnologie, de neurosciences ou de nanotechnologie, les bouleversements induits par la technique et l'innovation vont profondément élargir le champ des possibles dans les décennies à venir. La convergence et la croissance exponentielle de ces technologies nous assurent que le monde va se transformer fortement et à très courte échéance. Mais il est difficile de prévoir exactement le résultat de cette transformation. Que ces changements suscitent excitation ou scepticisme, il va sans dire qu'il est crucial de réfléchir à leurs conséquences sur l'homme et sur la société. Il s'agit pour notre génération d'en saisir rapidement les enjeux, spécialement nous autres les ingénieurs qui participons activement aux révolutions technologiques. Le plateau de Saclay, qui est au cœur de la recherche et de l'excellence scientifique française, est donc particulièrement concerné. Nous ne devons pas nous voir confisquer le débat éthique et sociétal induit par les technologies que nous inventons, mais au contraire être les premiers à s'approprier ces réflexions essentielles pour préparer l'avenir. À la performance technique, nous pensons qu'il faut associer une excellence éthique. Cette semaine, organisée par des étudiants de l'école polytechnique, Centrale Supélec et l'ENS Paris-Saclay, et parrainée par la députée Amélie de Montchalin, que je remercie pour sa présence ce soir, porte l'ambition de réunir les mondes scientifiques, professionnels, philosophiques, politiques et religieux pour réfléchir ensemble à cette question. Quel homme voudrions-nous en 2050 ? Devons-nous nous modifier génétiquement ? Nous interfacer avec des microprocesseurs ? L'homme peut-il se passer de son corps ? Doit-on éradiquer les maladies génétiques en triant les embryons ? Allons-nous séquencer notre génome et aller vers une médecine préventive personnalisée ? La régulation de ce tsunami technologique sera-t-elle même possible au niveau politique ? Comme le dit Harari dans Homo Deus, il est vital de réfléchir au nouvel ordre du jour de l'humanité, précisément parce que nous avons le choix concernant l'usage des nouvelles technologies. Mieux vaut comprendre ce qui se passe et décider avant qu'elles ne décident pour nous. La question centrale est donc, avons-nous encore un contrôle sur notre futur ou sommes-nous contraints à devoir suivre un chemin tracé par la technique et l'innovation ? C'est autour de ces réflexions que nous organisons 3 grandes tables rondes qui éclaireront le transhumanisme sous des angles différents. Ce soir à l'école polytechnique, sous l'angle des biotechnologies et des neurosciences, avec la question « Faut-il augmenter l'homme ?» Mercredi à Centrale Supélec, sur les avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle et la question de la différence homme-machine. Et enfin, mercredi suivant, à l'ENS Paris-Saclay, sur la question du devenir de l'humanisme au temps du post-humain. Des débats étudiants seront aussi proposés en complément tout au long de la semaine, auxquels vous êtes chaleureusement invités afin de poursuivre la réflexion. Ce soir, nous commencerons par écouter Amélie de Montchalin, députée de l'Essonne et première vice-présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui est aussi la marraine de cet événement. Puis Laurent Alexandre, président d'une entreprise de génie génétique et cofondateur de Doctissimo, viendra nous présenter sa vision des grands enjeux technologiques à venir. Enfin, nous laisserons place au débat avec Laurent Alexandre, le grand rabbin de France Raïm Corsia et le philosophe Emmanuel Brochier. Laurent Alexandre, vous aimez dire « Nos politiques résonnent à 15 jours, la Silicon Valley résonne à 1000 ans ». À nous ce soir de relever le défi de raisonner au moins à 30 ans. Bonne conférence à tous et je cède maintenant la parole à Madame la députée. Monsieur le Général, Monsieur le Grand Rabbin, Messieurs les professeurs, chers étudiants,
chers chercheurs, chers citoyens, chères citoyennes. Je suis particulièrement heureuse d'ouvrir ce soir les tables rondes de Saclay sur le transhumanisme, non seulement en tant que marraine de cet événement, mais aussi et surtout en tant que simple citoyenne curieuse et engagée. Car c'est, je crois, une chance pour nous tous ici, étudiants, chercheurs et citoyens, d'engager une réflexion de fond et une réflexion de qualité sur l'homme et la technique. Je tiens à féliciter les organisateurs de ces rencontres qui vont prendre la forme de plusieurs tables rondes, comme nous venons de le voir, et ce soir avec ce thème « Quel homme et quelle femme pour 2050 ?» Je me souviens de l'enthousiasme des étudiants venus me présenter leur projet, dont l'idée était de pousser leurs amis ingénieurs à se saisir des débats philosophiques et éthiques sur l'homme et la technique. En un mot, penser l'humain dans un monde où la technique se transforme, le transforme, et nous transforme nous, c'est-à-dire notre société. Je voudrais vraiment vous féliciter, chers étudiants de Polytechnique, de l'ENS Paris-Saclay, de Centrale Supélec, car votre projet s'inscrit parfaitement dans la vocation même de ce plateau de Saclay dont j'ai l'honneur d'être la députée, et donc votre députée, pour vous en particulier, chers polytechniciens et polytechniciennes. Ici, nous cherchons l'excellence, nous cherchons à produire de la connaissance, et nous cherchons à apporter des solutions utiles aux hommes et aux femmes pour résoudre les grands défis de notre époque et de notre civilisation. Car si la technique est partout autour de nous, dans notre vie quotidienne, les objets, notre relation au monde, le progrès technologique ne devient un progrès humain que s'il sert l'homme en vérité et non pas seulement pour servir ses désirs de puissance. Servir l'homme est ce qui permet à une technologie de devenir progrès, et progrès, espérons-le, utile. Car j'ai découvert qu'au-delà des grandes révolutions technologiques et des innovations disruptives, comme on les appelle, et aussi derrière une certaine euphorie, il faut nous souvenir que 25% des projets technologiques, je dis bien technologiques, pas de sciences fondamentales, mais bien de projets qui ont vocation à devenir utiles et concrets, 25% seulement, 25% ne vont pas à leur terme, 25% vont à leur terme, et une grande majorité donc des projets génèrent des objets qui ne sont jamais utilisés. On y voit ici une forme de gâchis de temps, d'intelligence, de moyens, et cela nous amène donc à bien avoir une réflexion critique sur l'homme, sur ses besoins et ses attentes réelles, sur l'homme dans le monde et aussi sur l'homme dans sa relation à la nature, sur ses réelles attentes dans un monde qui change, et je crois que c'est l'enjeu ce soir du débat qui va nous réunir. Notre débat, enfin, a effectivement un titre très ambitieux, l'homme en 2050. Et je crois que sans attendre 2050, une première question, pas moins ambitieuse, à laquelle les sciences et la philosophie nous invitent à nous risquer, est d'abord la question de savoir qu'est-ce que l'homme, avant de savoir ce qu'il pourrait devenir. L'homme, pour la femme du XXIe siècle que je suis, c'est au fond trois choses, à mes yeux. D'abord, c'est une capacité à créer, à transformer, à produire, à contribuer. Ensuite, c'est une vraie diversité dans les formes de vie et d'expérience. Et enfin, une réelle lucidité, en tout cas qu'il faut chercher, sur les conséquences de notre action. Capacité, diversité, lucidité. Quand on pose cela, on voit que les grandes révolutions technologiques qui veulent augmenter l'homme peuvent fondamentalement nous interroger sur ce que sera l'humanité dans les prochaines décennies. La capacité à produire d'abord. Puisque la révolution technologique est porteuse de productivité et d'efficacité, qu'est-ce que les machines vont nous laisser à produire et à créer? Quels espaces de contribution et d'expression voulons-nous préserver pour nous, les humains? Sur la diversité, la diffusion des nouvelles technologies et l'aide à la décision par les algorithmes entraînent, on le sait, une forme de prévisibilité et d'uniformisation. Là où la société s'est construite en s'enrichissant de nos différences, comment préserver cette diversité quand les modèles mathématiques cherchent justement à faire ressortir les points qu'ils disent aberrants, et en fait qui sont les points de réelle diversité ou de réelle différence, des boucles de décision?
Et puis la lucidité, enfin. Quand on apprend que plus d'un quart des espèces vivantes sont menacées, quand on sait qu'on a quand même réussi à créer un continent de plastique au milieu des océans, quand on sait que la traite des humains touche dans notre monde des dizaines de millions d'hommes et de femmes, nous voyons combien nous devons à chaque instant bien connaître et bien nous rappeler que nous sommes avant tout des êtres responsables et qui avons des limites. Alors, face à ces nouvelles perspectives pour l'homme, comment pourrions-nous imaginer également sa vie collective, sa vie sociale, sa vie politique? Depuis quelques siècles, les lois humaines ont gagné en précision, en finesse, en lourdeur et parfois même en inertie. Mais tout cela a conduit à encadrer notre capacité à produire sans tomber dans l'exploitation, notre capacité à protéger ce qui fait notre diversité, et ces lois ont aussi cherché à aviver notre lucidité. Dans le XXIe siècle qui s'ouvre, et que nous connaissons peu à peu, la loi également change de nature. Code is law, dit avec force Lawrence Lessig, professeur à Harvard. Faudrait-il donc que nous choisissions entre la loi du code et la loi des hommes? Puisque si les lois ont une hiérarchie, un conseil constitutionnel pour préserver leur cohérence, qu'en est-il du code dans le cyberespace? Ce code est-il stable? Est-il lisible? Est-il connu? Est-il contrôlé? Est-il évalué? Toutes des caractéristiques que nous, les citoyens, avons depuis des années demandées aux lois. Nous avons cherché à ce qu'elles soient stables, lisibles, connues, contrôlées, évaluées. Ce sont d'immenses questions qui ont été regroupées derrière la belle expression de l'intelligence artificielle responsable, responsible AI, comme on dit dans la Silicon Valley, ou l'éthique des algorithmes, pour que les algorithmes puissent, en fait, devenir comme la loi, des choses stables, lisibles, connues, contrôlées, évaluées. C'est un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler dans ma vie d'avant, quand j'étais à la direction de la prospective chez AXA, bien loin donc de l'Assemblée nationale, mais aussi sur le terrain, cette fois aux États-Unis, où j'étais étudiante au moment où le numérique a fait son entrée en force dans la vie politique, avec la campagne d'Obama en 2008 puis en 2012. Penser donc l'homme, en 2050, demande aussi à penser ses formes d'expression collective, sa capacité à faire vivre une démocratie qui est aujourd'hui, dans l'immense majorité des pays réellement démocratiques, fondée sur le postulat que chacun peut avoir une voix et un droit à s'exprimer librement. Ce droit à l'expression de chacun, avec une réelle égalité, a été crucial dans le mouvement des Lumières, depuis la Révolution française, et il faut ici bien y réfléchir. D'ici 2050, je pense qu'un immense défi sera en effet de créer un vivre ensemble augmenté, c'est-à-dire qui soit beaucoup plus qu'une masse d'individus très connectés, mais gavés d'informations personnalisées et souvent déformantes. Pour y arriver, je vois, pour reprendre capacité, diversité, lucidité, un certain nombre de conditions. D'abord, il va falloir que nous accompagnions le grand mouvement de destruction créatrice schumpeterien, celui qui fait changer les modes de production, pour que chacun puisse apprendre à apprendre, et ainsi trouver sa place au gré des mutations technologiques. Ensuite, il nous faudra conserver, garantir la diversité des formes de vie sociale et humaine, en reconnaissant la valeur de la différence des façons de penser, des façons d'être, des façons de faire, et de protéger cette diversité. Et puis, il nous faudra, pour notre fameuse lucidité, je crois, promouvoir une vraie éthique de la responsabilité, non seulement dans ce que nous pensons, mais surtout dans ce que nous faisons. Cette éthique qui puisse nous engager collectivement à répondre des conséquences prévisibles de nos actes, comme disait Max Weber. Alors tout ça, c'est très beau. Mais comment on commence? Vous savez que la démocratie, au fond, et aujourd'hui on le vit plus que jamais, est une construction humaine fragile. La révolution numérique qui pourrait la servir en donnant plus d'espace à l'expression de chaque citoyen, c'est le rêve des civic tech, a pour le moment surtout créé des réseaux sociaux qui mobilisent des foules, parfois endoctrinées à la haine de l'autre, et laissent place aux pires dérives sous couvert d'anonymat. L'antisémitisme est un fléau que Twitter, que Facebook réveillent et qu'il nous faut combattre, non sous couvert d'anonymat,
mais bien avec la force de nos convictions. C'est, je crois, d'ailleurs, l'un des sujets que Laurent Alexandre évoque dans un livre qui paraîtra dans quelques jours sur l'intelligence artificielle et la démocratie. Face à tout cela, nous pouvons résister, je crois, d'une seule et unique manière. Non pas en imaginant pouvoir débrancher Twitter et Facebook comme le font certains dictateurs à la veille des élections, en se disant qu'on n'a qu'à supprimer l'expression de ceux qui s'y trouvent pour supprimer leurs idées, mais bien en investissant massivement dans l'éducation, dans la formation à l'esprit critique, dans la formation au numérique, pour nous, pour nos enfants et bien sûr pour nos élus. Et je crois que Jean-Michel Blanquer, pour l'instant, s'en occupe pour nos enfants. Il restera pour nous et pour les élus. Ça aussi, il faudra qu'on s'en charge. Notre démocratie est son postulat d'une vie où chacun se respecte du fait d'une égalité profonde entre les citoyens, doit également, plus que jamais, protéger les plus fragiles et les plus vulnérables dans nos sociétés. Laurent Alexandre dit parfois que pour coder, il faut avoir un QI de 120. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que chacun puisse trouver sa place dans la société de demain. Et je crois que c'est parce que nous saurons préserver notre plus profonde part d'humanité et d'empathie que nous pourrons remettre la technologie à sa juste place, c'est-à-dire de ne pas en faire une nouvelle idole, comme le craignaient déjà certains théologiens protestants comme Jacques Ellul il y a un siècle, ni non plus une ruine de l'âme, comme le redoutait Pascal, mais bien de faire de la technologie une force de progrès au service de l'homme. À cette condition, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, comme dit Aragon, pourront ensemble se sentir vivants et créer le monde de demain avec audace et responsabilité. Audace et responsabilité, c'est peut-être là la vocation, peut-être même la mission du plateau de Saclay. Face à ceux qui veulent augmenter l'homme, je préférerais qu'ici, nous augmentions les idées en créant des projets et des solutions pour servir l'humanité en 2050. Je souhaiterais aussi que nous augmentions la responsabilité pour nous interroger, pour nous aider à discerner et ensuite agir et s'engager. Ni optimiste, ni pessimiste, l'important c'est que nous soyons déterminés. C'est Jean Monnet qui disait cela, et je crois que dans cette année très européenne, nous avons le droit de le citer. Je crois qu'il faut que nous soyons d'abord déterminés à être des témoins, peut-être même mieux des spectateurs engagés, disait Raymond Aron. Soyons déterminés à être des engagés. Soyons aussi déterminés à nous souvenir qu'il y a 100 ans, Stefan Zweig écrivait à ses concitoyens pour les amener à arrêter l'horrible guerre mondiale qui les décimait dans les tranchées, une chose assez simple. Seuls les vivants créent le monde. Seuls les vivants créent le monde. Cela veut dire qu'il nous faut vivre pleinement, en paix, dans la fraternité, et aussi libres que responsables, et ainsi, et peut-être seulement, nous pourrons créer un monde plus humain pour demain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée, pour votre intervention. Vous avez parlé de la responsabilité, et en effet, c'est ce qui nous intéresse ce soir. Et pour être responsable, il faut d'abord savoir de quoi on parle, et donc savoir les faits. Et c'est pour ça que nous allons avoir maintenant une présentation de Laurent Alexandre, pour que nous cernions un peu mieux les enjeux de cette mutation technologique que veut le transhumanisme, et qui sont les acteurs de cette mutation. Laurent Alexandre est docteur en médecine de l'Université de Paris 6, chirurgien urologue, et c'est moins banal, diplômé de Sciences Po et d'un MBA à HEC, mais aussi de l'ENA. Il a cofondé le site de médecine grand public Doctissimo en 1999 et a racheté en 2010 la société belge DNA Vision, qui fait du séquençage d'ADN. Il est très engagé sur les questions de modification de l'homme et de révolution technologique, notamment en intelligence artificielle, et a donc écrit naturellement plusieurs ouvrages, dont La guerre des intelligences en 2017 et La mort de la mort en 2011. La semaine dernière, comme vous l'avez dit, Madame la députée,
Il annonçait la parution prochaine d'un livre qu'il a coécrit avec Jean-François Copé. L'IA va-t-elle aussi tuer la démocratie? Monsieur Alexandre, je vous cède la parole. Ouais. Désolé, j'ai pas mis de cravate, j'en ai pas. C'est ça? Dans quel sens? Comme ça? Dans ce sens-là, à droite pour votre slide. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs et vous dire à quel point je suis content d'être ici. Moi, je ne suis pas politicien, mais je voudrais juste vous faire remarquer que vous avez une immense chance d'avoir une députée qui connaît la science, qui connaît l'économie, qui est très haut vol. Elle fait partie de cette génération d'hommes politiques qui sont parfaitement adaptés à la gestion des défis technologiques et politiques qui arrivent. Il n'y en a pas tant que ça. J'ai écrit plusieurs articles dans l'Express sur la nullité scientifique des gouvernants et des politiciens. La plupart des hommes politiques sont des burnes en sciences, sont des burnes en techno, sont des handicapés du mulot. Il faut souligner la chance que vous avez de ne pas avoir ce genre d'oiseau pour vous représenter sur le plateau, mais au contraire quelqu'un qui comprend très très bien l'extrême intrication des enjeux politiques et des enjeux technologiques. Vous avez mon Twitter, c'est dr_l_Alexandre, mais je ne sais pas si le général autorise qu'on tweete. Je me suis effectivement intéressé aux implications de la technologie et des technologies transhumanistes sur l'éducation, sur la santé, et j'ai écrit La mort de la mort pour montrer comment Google et les géants du numérique allaient chercher à nous rendre immortels. Et vous savez que Google a créé, il y a déjà maintenant 5 ans, une société Calico qui est destinée à euthanasier la mort, à nous rendre immortels dans quelques décennies. Nous sommes au cœur du sujet. Je me suis aussi intéressé au lien entre l'intelligence artificielle et l'éducation dans un livre assez pessimiste qui est La guerre des intelligences. Et avec Jean-François Copé, on écrit un bouquin sur les risques que l'intelligence artificielle font peser à la démocratie. Les liens entre les technologies transhumanistes et l'intelligence artificielle sont extrêmement forts. D'abord, il n'y a pas de nanobiotechnologie sans intelligence artificielle. Le séquençage ADN, c'est 20 000 milliards d'informations. Sans IA symbolique, ce n'est pas du deep learning, c'est de l'IA non connexionniste, on ne peut pas analyser un séquençage ADN, on ne peut pas faire une modification ADN, on ne peut pas faire un bébé OGM, on ne peut pas faire un bébé à la carte. Pareil pour les neurotech. Les technologies de modification du cerveau passeront nécessairement par l'intelligence artificielle. Donc oui, l'arsenal transhumaniste, les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cognitique, la cognitique réunissant l'intelligence artificielle, les sciences du cerveau et puis la robotique, sont extrêmement liées. En réalité, c'est un ensemble de technologies qui donnent aux transhumanistes l'arrogance, la mégalomanie de vouloir créer Homo Deus. Et la question, vous le voyez bien, elle n'est pas technologique, elle est philosophique et politique. A-t-on le droit de créer Homo Deus? A-t-on le droit d'être tout-puissant? Ou devons-nous rester des petites créatures sous la dépendance de la transcendance, quelle qu'elle soit? Et si nous décidons d'être Dieu, si nous décidons d'être tout-puissants, c'est-à-dire transhumanistes, comment gère-t-on la phase de transition? Comment gère-t-on les décennies qui viennent où nous allons avoir un pouvoir démiurgique et nous ne savons pas nous en servir? Homo Deus est en rodage. Notre problème n'est pas tant la puissance de la technologie transhumaniste et des NBIC, c'est le fait que nous sommes immatures. Nous avons toujours un cerveau reptilien, nos violences, nos passions sont toujours là. Et nous allons avoir un pouvoir immense
qui va nous brûler les doigts. Le transhumanisme est une machine à casser les impossibles. Jusqu'où peut-on se modifier? Alors, cette femme, mais c'est peut-être un homme d'ailleurs, oui, je sais ce que vous dites, pour la fellation c'est dangereux. Et vous avez raison. Jusqu'où peut-on aller? A-t-on un droit illimité à modifier notre cerveau, nos cellules, notre ADN? Au nom de quelle morale doit-on encadrer les technologies transhumanistes? D'une morale athée ou d'une morale religieuse? La morale religieuse, c'est pas mal, mais elle a un inconvénient, c'est que nous n'avons pas tous la même religion, et il est difficile d'avoir une morale religieuse qui soit universelle. Vous avez... Alors en fait, il y a un problème sur mes slides, vous ne voyez pas le fond, mais ce n'est pas grave. Vous avez une responsabilité historique. Ah, moi j'adore les gilets jaunes, mais je ne pense pas que ce sont les gilets jaunes qui vont gérer la complexité du monde qui vient. Je suis un horrible élitiste, je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Ça ne veut pas du tout dire que je suis favorable à supprimer le droit de vote et que je suis favorable au retour au suffrage censitaire. Mais je ne pense pas une seconde que le monde de demain sera simple et pourra être géré d'un claquement de doigts par des groupes populistes qui se sont réunis sur Twitter. Je pense que c'est vous, les scientifiques et intellectuels de demain, qui vont avoir la responsabilité de gérer un monde ultra compliqué, très fragile d'un point de vue politique. Car oui, je pense vraiment que la démocratie est menacée dans les décennies qui viennent et pas seulement par les fake news. Nous rentrons dans le troisième capitalisme. Le premier, c'est celui de Venise, le capitalisme marchand. Le deuxième, c'est le capitalisme industriel à partir de 1780. Et aujourd'hui, nous rentrons dans le capitalisme cognitif, celui des technologies transhumanistes, les NBIC, du big data, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Ce capitalisme, il est très particulier. D'abord, il est démiurgique puisqu'il nous donne le pouvoir des technologies transhumanistes. Mais aussi, il est profondément injuste. Car la réalité du capitalisme cognitif, c'est que dans un capitalisme de la connaissance, les gens malins ont plus de pouvoir et de revenus que les gens moins malins. Ce n'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité. Et si on veut m'expliquer que les gens moins intelligents que l'intelligence artificielle seront millionnaires en dollars en 2040, je ne serai pas d'accord. En revanche, vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons. Et les gilets jaunes, c'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Et je reprends les termes d'Harari, non pas pour m'en féliciter, mais pour alerter tout le monde sur le fait que la crise des Gilets jaunes n'est pas un épiphénomène, elle est là pour 100 ans. Et c'est vous qui la résolverez. Les technologies que nous connaissons aujourd'hui sont ce qu'on appelle une GPT, c'est-à-dire une General Purpose Technology. Elles posent d'énormes problèmes, mais il ne faut pas oublier que ça n'était pas mieux avant. Le passé était épouvantable. L'espérance de vie à Paris était de 26 ans en 1750. Avant le vaccin contre la polio, quand on avait la polio, on mettait les gamins dans des poumons d'acier pendant des années et des années.
La criminalité était jadis, Pinker l'a bien montré, extrêmement forte. L'angine et l'appendicite tuaient. 99% des appendicites étaient mortels. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le passé était loin d'être formidable. 100% des diabétiques mouraient du diabète avant 1922 et la mise au point de l'insuline, ça fait moins de 100 ans. Et je vous rappelle que nous fêtons le 100e anniversaire de la grippe espagnole qui a tué 60 millions de personnes en quelques semaines, c'est-à-dire plusieurs pourcents de la population mondiale qui était de moins de 2 milliards à l'époque. Ça, c'est les poumons d'acier. Quand je pense aux poumons d'acier, j'ai envie de foutre une baffe dans la gueule des anti-vaccins. Parce que les anti-vaccins ont fini par oublier que la technologie nous a apporté beaucoup de choses et qu'avant le vaccin contre la polio, quand vous aviez la polio, vous étiez là pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il y en a qui sont encore dans des poumons d'acier aujourd'hui parmi ceux qui ont été touchés par la polio en 1955. Demain sera vertigineux, oui. L'un des exemples les plus troublants récemment, ce sont les premiers bébés OGM en Chine. Ça n'est que le tout début, le chercheur a été sanctionné, mais demain on ira plus loin, plus fort, on fera de l'eugénisme intellectuel. Et notre réflexion et notre capacité à encadrer sur une échelle mondiale ce type de technologie est aujourd'hui nulle. Ce n'est pas avec notre budget militaire minable, pardon mon général, qu'on va aller bombarder les centres génétiques de Chine. Ils vont nous dire « taille-toi, crapaud » si on leur dit d'arrêter de faire des manipulations génétiques comme ils l'entendent. Nous n'avons pas le pouvoir géopolitique pour imposer notre éthique. Nous sommes effectivement entrés dans un état d'urgence. On a créé un monde très compliqué avec ces technologies-là, qui est imprévisible et qui pose d'énormes problèmes, car il y a une désynchronisation très importante entre l'école et la technologie, entre les modes de gouvernement et la technologie, et il y a un problème de timing dans les technologies transhumanistes. Pour le faire court, l'intelligence artificielle lamine les petites classes moyennes et les gilets jaunes dans les décennies qui viennent avant de guérir le cancer. Les effets négatifs sur la démocratie des technologies dont on parle vont préexister aux avantages, notamment médicaux, que ces technologies vont apporter. On a la crise des gilets jaunes avant que l'IA ne permette d'accélérer la guérison des cancéreux. Ce problème de décalage entre les avantages et les inconvénients de la technologie va être un grave sujet pour les décennies qui viennent et c'est vous qui allez porter ces enjeux. Les technologies NBIC, donc les nanos, les bio, l'informatique et la cogno dont on arrive, sont en train de générer une nouvelle économie autour de ce qu'on appelle les plateformes géantes, les GAFA et les BATX, qui sont très forts en médecine, très forts en neurotechnologie, et globalement, les acteurs du numérique, qui sont devenus les acteurs du web et les acteurs de l'intelligence artificielle, sont aussi des acteurs extrêmement importants des nanobiotechnologies et des technologies cérébrales. Nous avons des technologies explosives, et qui dit technologie exponentielle, explosive, rend difficile la prévision. J'ai écrit il n'y a pas très longtemps dans l'Express un papier, les futurologues, entre parenthèses y compris moi, vont dire de plus en plus de conneries. Évidemment que face aux technologies transhumanistes, les prospectivistes vont très souvent se tromper parce qu'un tout petit décalage d'une exponentielle, je ne vous apprends rien, entraîne un point d'arrivée extrêmement différent. Ces technologies sont démiurgiques, donc elles interpellent le politique, elles interpellent les croyants, elles interpellent les représentants du culte. Et puis, ces technologies nous apportent une intelligence quasi gratuite. Vous savez bien que l'intelligence artificielle aujourd'hui, notamment dans sa forme connexionniste, est extrêmement puissante, elle n'égale pas du tout l'intelligence humaine, elle est con comme une bite, mais elle fait un nombre croissant de choses mieux que nous, par exemple lire un scanner, dans quelques années, conduire un avion ou conduire une voiture. Le fait que le prix de l'intelligence s'effondre a des conséquences sociales et politiques majeures. En théorie économique, les gens qui sont complémentaires de l'intelligence artificielle dite faible,
c'est-à-dire la vraie intelligence artificielle d'aujourd'hui, pas celle de la science-fiction, vont valoir de plus en plus cher, et ceux qui sont substituables vont valoir de moins en moins cher. La théorie des fonctions de production nous apprend ça de façon certaine. Pour le dire autrement, le prix de l'heure de travail des gilets jaunes sur le marché mondial va s'effondrer de décennie en décennie. Et le prix horaire des gens dans cette salle va monter de décennie en décennie. Parce que vous êtes les complémentaires, les complémenteurs de l'intelligence artificielle faible. Et les autres sont substituables. Et je le répète, je ne dis pas ça pour m'en féliciter. Les conséquences de ces technologies sont immenses sur le plan géopolitique, avec notamment la fragmentation de l'Internet, avec l'arrivée d'un réel irréel et d'une vérité à géométrie variable. La post-vérité, la post-réalité qui va être aggravée par les neurotechnologies, et pensez ce que pourrait faire un dictateur des technologies cérébrales qu'Elon Musk est en train de développer dans sa filiale Neuralink. La nouvelle société d'Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, destinée à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants pour les rendre compétitifs face aux petits asiatiques et face à l'intelligence artificielle, permet théoriquement toutes les manipulations et toutes les neurodictatures. On vient de démontrer il y a quelques semaines que par des manipulations cérébrales, par des stimulations profondes, on peut modifier notre empathie et notre comportement. Imaginez ce qu'on ferait avec des implants directement insérés dans notre cerveau. Ces technologies nous permettent de modifier notre existence et c'est la première fois que nous avons une technologie qui ne change plus l'extérieur mais qui change nous-mêmes. Changer notre cerveau, notre ADN et nos cellules, c'est profondément plus troublant et transgressif que d'avoir une nouvelle grue, un nouveau TGV ou une nouvelle façon de produire de l'électricité. La rencontre des technologies transhumanistes avec notre histoire, notre sociologie, c'est-à-dire notre fond brodélien. Vous savez, c'est Brodel qui a décrit ce qu'il y a de plus profond dans une société, ce qui vient de très loin, 1000 ans, 2000 ans. La rencontre entre la technologie explosive et notre fond culturel et social brodélien est explosif. Nous ne sommes en aucune façon capables d'absorber le choc technologique. Vous, dans cette salle, bien évidemment, oui. Mais l'ensemble de la population, non. Ces technologies sont l'objet d'une guerre technologique mondiale, un Game of Thrones entre les BATX chinois et les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, dans lequel l'Europe est totalement absente. L'Europe a abandonné la partie technologique. Elle n'est présente sur aucune des facettes NBIC de façon significative. Si nous voulons demain une souveraineté technologique, il va falloir qu'on bosse un peu plus à Bruxelles. Et il y a le feu au lac. Ces technologies entraînent un gap croissant à l'intérieur de la population. On imaginait que les technologies électroniques allaient diminuer les écarts. En réalité, elles les augmentent. Nous avons une concentration de richesse, de pouvoir, entre un nombre de gens de plus en plus réduit. Et ce phénomène ne peut que s'accélérer dans un monde ultra compliqué. L'intelligence artificielle est une machine à produire des inégalités si nous n'y prenons pas garde. Au niveau des individus, des métropoles, des pays, des entreprises, avec les conséquences populistes que vous connaissez et qui ne font que commencer. La richesse se concentre dans quelques grandes Venises, quelques sociétés, quelques start-up, quelques plateformes comme les GAFA. Les meilleurs cerveaux valent de plus en plus cher. The Economist, qui n'est pas particulièrement réputé pour son marxisme, s'inquiétait récemment du fait que désormais, chez Google, les bonus dépassent 100 millions de dollars pour les bons spécialistes de l'IA. Chez l'INRIA, quand vous rentrerez à l'INRIA, en sortant de l'X, vous serez à 3 000 € brut.
à l'Institut national de la recherche en automatisme, c'est-à-dire le cœur de la recherche française. Vous serez payé à l'heure comme une femme de ménage. Et chez Google, vous pouvez toucher 100 millions par an. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont, hélas, rester en France si on n'y prend pas garde. Ces technologies sont en train de créer une vraie différence entre les œufs en or, vous, et les autres. Et je disais tout à l'heure que vous avez une responsabilité historique. Des dieux et des inutiles, la vision politique d'Harari est en réalité un cauchemar politique. Et la crise des Gilets jaunes est salutaire. Elle nous montre à quelle vitesse nous sommes en train de rentrer dans le cauchemar d'Harari. Et à quelle vitesse il va falloir agir pour casser ce déterminisme technologico-politique. Alors, les transhumanistes, ils ont 5 objectifs, vous les connaissez. Tuer la mort, et c'est Google qui est le plus avancé là-dessus. Créer une espèce humaine multiplanétaire, et là, c'est Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, avec sa fusée Blue Origin, qui veut envoyer 1000 milliards d'êtres humains dans l'espace. Je n'ai pas dit 1000 millions, j'ai dit 1000 milliards, ce qui va supposer de faire plein de bébés avec des utérus artificiels, bien sûr. Des technologies d'announcement, d'augmentation, la fusion entre l'IA et les cerveaux, et puis la suppression du risque, notamment grâce aux bébés à la carte, et les manipulations génétiques, les 3 premières manipulations génétiques sur des bébés en Chine qui ont eu lieu cet automne, en sont les prémices. La presse anglo-saxonne accueille cette vision d'un homme édité au sens anglo-saxon du terme, qui tue la mort et qui devient tout-puissant, alors que nous, nous sommes plutôt inquiets de nos pouvoirs démiurgiques. Vous avez probablement vu qu'on vient de réussir à fabriquer, à permettre à 2 rats femelles, sans spermatozoïdes, de faire des bébés. Et c'est faisable chez l'homme, c'est-à-dire 2 femmes gays ou 2 hommes pourraient avoir un bébé biologique qui serait le fruit des 2 parents. Alors, bien sûr, chez l'homme, il faut en plus la GPA, puisque l'utérus artificiel ne sera pas disponible avant 2050, 2060 probablement, sauf s'il y a un breakthrough. L'encadrement d'Homo Deus, vous l'avez compris, va être un immense problème qui va nécessiter une réflexion éthique très profonde, associant toutes les sensibilités, et nous n'avons pas commencé ce débat. L'intelligence artificielle et ces technologies-là vont aussi avoir une autre conséquence. C'est que pour éviter d'avoir une crise des Gilets jaunes pendant 100 ans, certains proposent qu'on utilise les technologies transhumanistes pour faire du neuro-enhancement, pour augmenter le cerveau des gens moins favorisés. Elon Musk, qui craint surtout les IA fortes, ce qui n'est pas mon cas, je ne pense pas une seconde que le deep learning puisse conduire à des intelligences artificielles fortes hostiles dans les 50 prochaines années, mais c'est le fantasme d'Elon Musk. Elon Musk a donc créé Neuralink, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est destiné à faire de l'augmentation cérébrale, et donc à transformer les gilets jaunes en normaliens. Ou en supélec, je ne suis pas raciste, je n'ai fait ni l'un ni l'autre, je ne suis qu'un pauvre énarque. À l'inverse, vous avez un deuxième mouvement qui pense qu'il est mieux de ne pas mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants, mais de faire des manipulations génétiques et de la sélection embryonnaire, ce qui est plus simple technologiquement, qu'on pourrait d'ailleurs déjà faire, que l'on fait sous une forme d'eugénisme négatif aujourd'hui, ça s'appelle le dépistage de la trisomie 21, mais on peut le faire à front renversé, non plus en détruisant les bébés trisomiques, et 97% des bébés trisomiques sont aujourd'hui avortés, mais au contraire en sélectionnant en éprouvette les meilleurs embryons après les avoir séquencés, ce que l'on sait faire, et les bébés qui ont été fabriqués en Chine récemment ont été séquencés avant d'être réimplantés. 13% des Français sont favorables à l'utilisation des biotechnologies pour augmenter le QI de leurs bébés, 50% des Chinois. Vous voyez les conséquences géopolitiques que ces technologies posent, et bien sûr, dans un monde où les Chinois feraient et pas nous, nous avons intérêt à apprendre le mandarin à nos enfants et nos petits-enfants. Google, au travers de sa filiale minoritaire 23andMe, possède d'ailleurs depuis maintenant 5 ans un brevet sur
la fabrication des super bébés. Cette vision de la Silicon Valley et de la Chine de fusionner l'éducation, la santé, l'IT, les neurosciences pour régler la crise chez nous des gilets jaunes et les crises populistes ailleurs est une tentation qui va être de plus en plus forte dans les décennies qui viennent. Et je partage là-dessus l'opinion d'Harari. Il va être très compliqué d'empêcher les politiques de faire de l'eugénisme positif quand la technologie le permettra. Ces technologies vont permettre également de modifier notre cerveau, et le patron de Netflix récemment, qui est très transhumaniste, a expliqué aux analystes financiers que l'objectif de Netflix n'est pas de nous louer des MP4 jusqu'à la fin des temps, mais de nous donner, dans les années qui viennent, des gélules qui nous feront vivre le film par imprégnation neurotechnologique, comme Total Recall avec Schwarzenegger. Vous savez, le film où... Alors, qui ne se passe pas très bien parce qu'il fait une grave crise psychiatrique quand on lui donne la gélule, enfin quand on lui injecte le produit pour qu'il imagine aller sur Mars, mais en tout cas, c'est la vision du patron de Netflix. Il me reste combien de minutes? J'ai dépassé de combien déjà? Comment? Ça va. L'une des difficultés qu'on va avoir avec ces technologies-là, c'est qu'elles sont très très difficiles à gérer pour des cerveaux humains. Et il y a un scénario de déqualification humaine, et notamment dans mon métier à moi. L'IA de Google dépiste beaucoup mieux les pathologies de la rétine et les pathologies cardiovasculaires à partir, grâce à ces IA, à partir d'un fond d'œil que les meilleurs cardiologues et ophtalmologues. Pareil en matière radiologique. Le suicide est mieux dépisté par une IA aujourd'hui que par les meilleurs psychiatres. Les psychiatres n'en sont pas encore revenus, les psychiatres ne sont pas les plus technophiles des médecins, et donc ça a été un petit choc. L'IA détermine avec 3 fois plus de précision le jour de notre mort que les cardiologues. Alors, je ne vous dis pas que je souhaite forcément savoir quel jour je vais mourir, mais ça prouve la supériorité de certaines IA faibles par rapport aux docteurs. Aujourd'hui, en matière de dermatologie et de cancérologie, les IA faibles, notamment celle de Google, qui a publié ça dans la grande revue Science que vous connaissez, est très très supérieure aux meilleurs dermatologues. D'ailleurs, en Chine, il y a eu récemment une émission de télé-réalité qui a opposé les intelligences artificielles des géants du numérique chinois avec les meilleurs radiologues, les IA avec quelques dizaines de secondes, les radiologues avec 30 minutes. Les radiologues ont juste été humiliés, écrabouillés. Donc, l'un des dangers, et on pourrait dire la même chose en échographie cardiaque, l'IA fait 97% de sensibilité spécificité, quand les meilleurs docteurs font entre 70 et 80. Et la dernière IA médicale de Google, Google Lina, fait sur le dépistage des métastases ganglionnaires du cancer du sein, 99% de bons diagnostics quand les docteurs sont à 62%. Vous voyez qu'on se rapproche du moment où il va être interdit à un docteur de faire une ordonnance sans demander l'autorisation de l'intelligence artificielle, où ce sera considéré comme une faute et une perte de chance pour le malade, et seuls les masochistes accepteront. On pourrait dire la même chose dans plein de secteurs. C'est ce qui a fait dire à l'un des 3 meilleurs spécialistes mondiaux du deep learning, Hinton, à Toronto, que dans une lettre au doyen des facultés de médecine, arrêtez de produire des radiologues, il n'y a aucune chance qu'ils soient compétitifs face à l'intelligence artificielle. Dans son dernier livre, Kai-Fu Lee, qui est l'industriel chinois le plus connu en matière d'intelligence artificielle, explique que les médecins ne vont pas du tout disparaître, mais qu'à l'horizon 2030-2035, ils vont devenir des compassionate caregivers, un tiers infirmier, un tiers assistante sociale et un tiers technicien. Vous imaginez, quand vous êtes médecin spécialiste, Bac plus 12, à quel point c'est enthousiasmant de devenir celui qui tient la main des malades, ce qui est important, je le concède, en signant le PDF que les intelligences artificielles des géants du numérique chinois et américains auront écrite. C'est un scénario qui est loin
d'être impossible, et je le regrette profondément. C'est mon petit moment corporatiste. L'idée, c'est que finalement, un médecin plus une intelligence artificielle ne serait, dans quelques décennies, pas très différente d'un chien plus une intelligence artificielle. Je répète, ça m'enthousiasme très, très modérément. Donc, les innovateurs ont un rôle immense dans ce monde qui vient, pour lutter contre la concentration des richesses, pour réduire les inégalités, pour éviter la marginalisation des territoires et donc pour freiner le populisme et sauver la démocratie, car ma conviction, c'est qu'à l'ère du capitalisme cognitif, la démocratie ne peut pas survivre si nous maintenons des inégalités intellectuelles aussi fortes qu'aujourd'hui. Dieu et les inutiles. Récemment, le patron de Google, Sundar Pichai, a fait une confession dans The Guardian, et il a dit « Je ne suis pas du tout sûr que la société, que les hommes souhaitent que ça aille aussi vite. » Et c'est une vraie question. Est-ce que nous n'avons pas dépassé la capacité d'absorption économique, psychologique, éthique de la société? Notre résilience est-elle capable de supporter ce tsunami? La vôtre, oui. Mais la France des Gilets jaunes, je n'en suis pas du tout persuadé. Le danger d'avoir un monde à l'Elysium est là, avec une ville citadelle, des métropoles où se concentrent les gens comme vous. Et vous l'avez bien compris, l'intelligence, c'est ce qui permet de prendre le pouvoir. Et avec des inégalités intellectuelles fortes que nous ne savons pas aujourd'hui réduire, le risque d'une société à 2 ou 3 vitesses est importante. Et les élites se moquent beaucoup des Gilets jaunes, ce que je trouve personnellement inacceptable. Notamment ce dessin très drôle, mais me semble particulièrement dégueulasse. Je ne pense pas qu'il faille se moquer des gens moins doués que vous. Je pense qu'il faut les aider. L'égoïsme de classe, l'égoïsme intellectuel qui nous pousserait à accepter ce monde à 2 vitesses est inacceptable. La technologie ne réglera pas nos problèmes, et c'est un technophile qui le dit. Le patron de Google, lui encore, récemment a dit « Nous avons été naïfs de penser que la technologie allait régler les problèmes des hommes. La technologie crée autant de problèmes qu'elle en détruit. » Ma conviction, c'est que l'intelligence artificielle va produire de plus en plus de gilets jaunes dans les décennies qui viennent si nous ne réorganisons pas complètement notre système éducatif. L'IA des métropoles est une machine à créer des gilets jaunes. On commence à avoir les conséquences à l'ère des technologies transhumanistes et NBIC, alors qu'on espérait l'arrivée de l'immortalité. On voit l'espérance de vie des Blancs non diplômés aux États-Unis et en Angleterre diminuer. C'est la courbe en rouge. En réalité, le choc technologique actuel, il est en train de faire perdre pied à une part de plus en plus importante de la société. La première conséquence du choc technologique actuel, ce n'est pas les problèmes éthiques sur le bébé avec 2 mamans, 2 papas, c'est la déqualification d'une partie de la population qui perd pied, qui se décourage, qui se suicide et dont l'espérance de vie baisse. Et c'est la première fois depuis 100 ans, depuis la grippe espagnole de 1919, que l'espérance de vie des Occidentaux baisse. La régulation, la gouvernance de ces technologies va être indispensable pour éviter les dystopies, pour éviter les dangers, et il y en a, aussi bien sur la nanobiotechnologie que sur l'intelligence artificielle, même si, je vous le répète, je n'imagine pas une seconde que le deep learning, que les intelligences artificielles connexionnistes d'aujourd'hui puissent devenir hostiles. Nous devons créer une société de solidarité intellectuelle, c'est la première urgence. L'urgence n'est pas de devenir immortel, c'est d'éviter de multiplier les gilets jaunes. Il faut que nous garantissions nos droits.
Il faut que nous évitions de créer une société à la métropolis. Il faut que nous gérions la transition cognitive, c'est-à-dire que nous trouvions une bonne complémentarité entre chaque cerveau et l'intelligence artificielle, de manière à ce que tout le monde soit complémentaire et travaille dans ce monde qui va être formaté par les technologies transhumanistes sans être mis de côté. Il faut trouver la Montessori du XXIe siècle, Maria Montessori qui avait réformé très largement l'éducation il y a maintenant un siècle. Mais il va falloir casser un tabou. Et je le dis ici parce que nous ne sommes pas beaucoup. La réalité, c'est que l'école va énormément décevoir. Il n'y a pas une seule étude au monde, à l'heure où nous parlons en 2019, qui ait montré que l'école soit capable de diminuer les inégalités intellectuelles. Nulle part sur Terre. Il n'y a aucune étude qui ait montré qu'on puisse significativement augmenter le QI des gens moins doués par l'école. Nulle part sur Terre. Donc quand on dit que l'école va régler notre problème, va réduire les inégalités, c'est aujourd'hui un mensonge. L'école peut beaucoup de choses, mais malheureusement, elle ne sait pas aujourd'hui diminuer les inégalités intellectuelles. Et il va sans doute falloir des décennies de travail pour que nous trouvions des méthodes pédagogiques qui permettent aux gens moins doués de monter l'ascenseur cognitif et de ne pas être largués dans la société transhumaniste de demain. Dernier point, la souveraineté technologique. Je sais que Madame la députée s'investit beaucoup et se bat pour augmenter le budget de la recherche. Nous sommes nulle part en matière de technologie. La guerre de l'intelligence artificielle est entre la Chine et les États-Unis. Quand les revues internationales comme The Economist parlent d'IA, nous ne sommes ni sur la couverture, ni à l'intérieur du dossier. Kai-Fu Lee, toujours, explique en 500 pages dans son bouquin à quel point l'Europe a perdu, notamment à cause du règlement général des protections de données, qui est bienveillant et sympathique, mais qui est suicidaire à l'ère du deep learning qui nécessite des montagnes de données pour être éduqué. D'ailleurs, Kai-Fu Lee s'en félicite du RGPD. Cela va permettre aux Chinois et aux Californiens de se partager l'empire technologique mondial à eux deux et pas à trois. L'Europe, c'est le castrat. Nous avons abandonné toute idée de puissance, nous avons abandonné les technologies NBIC aux géants des bords du Pacifique. Cela va être dramatique en termes de revenus, en termes professionnels pour les Européens, et ça va hélas pousser un certain nombre d'entre vous à quitter l'Europe et à aller sur les bords du Pacifique. Mais pire que cela, d'un point de vue éthique, puisque ces technologies ne sont pas européennes, nous n'aurons en réalité pas notre mot à dire. Est-ce qu'en 1905, on aurait écouté le Zimbabwe s'il avait donné son avis sur l'avenir de l'industrie automobile? Qu'il n'avait pas. La réponse est non. Si nous ne sommes pas présents dans les technologies NBIC, l'éthique des NBIC, elle sera faite ailleurs. Et je le répète, notre absence de puissance militaire, surtout avec le désengagement des États-Unis et de l'OTAN, ne nous autorise pas à jouer les roquets bioéthiques. Vous l'avez compris, je pense que votre génération, je pense que vous, scientifiques humanistes, vous avez entre les mains la clé du changement, la clé de l'éthique. Si j'avais une seule chose à vous dire, faites de la politique. Vous êtes le cœur de la société de demain. Et cette responsabilité-là, vous n'avez pas le droit de l'abandonner, car les gilets jaunes iront mieux si vous engagez et si vous faites de la politique. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Alexandre, pour cette intervention qui est peut-être choquante pour certains, surprenante pour d'autres, mais qui en tout cas nous fait nous poser beaucoup de questions. Et pour débattre des enjeux que vous avez bien soulevés pendant votre intervention, nous allons avoir deux personnes qui vont nous rejoindre sur scène, Monsieur Emmanuel Brochier et Monsieur Raïm Corsia, Grand rabbin de France. Merci. Donc, Monsieur Emmanuel Brochier est maître de conférence et coordinateur de l'axe de recherche métaphysique, philosophie de la nature et pratiques scientifiques à l'IPC de Paris, faculté libre de philosophie, et il étudie notamment le transhumanisme depuis 2014 dans le cadre de ses recherches sur les philosophies de la nature. Il est intervenu au premier colloque international qui s'est tenu en juin 2018 à Lille, intitulé « Les transhumanismes et leurs récits en question », et a donné un cours tout public au Collège des Bernardins, le transhumanisme vers un nouveau conflit entre foi et raison, et de nombreuses conférences en France sur le même thème. Il a notamment écrit La fin de l'évolution humaine dans le grand récit transhumaniste, Penser la nature, avec Ray Kurzweil, Giordano Bruno et Thomas d'Aquin. Raïm Corsia, quant à lui, est rabbin de Reims. Il a été secrétaire général de l'Association des rabbins de France de 1999 à 2010. En 2005 et jusqu'à 2009, il était membre du Conseil consultatif national d'éthique. Il est aumônier général israélite des armées. Le 22 juin 2014, il est élu grand rabbin de France. Le 15 décembre 2014, la même année, il est élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques, où il occupe le siège de M. Michel Crozier. Et il est également aumônier de l'école polytechnique depuis 2005. Monsieur le rabbin, j'ai une question pour vous d'abord. Est-ce que nous pouvons et est-ce que nous devons devenir homo deus, comme l'a dit Laurent Alexandre? Sur le principe, c'est fait pour. Ça peut paraître surprenant qu'un rabbin vous dise que c'est fait pour, mais dans le projet de la création du monde tel que les religions, en tout cas le judaïsme, et les religions qui en découlent voient, Dieu crée le monde, s'efface et dit à l'homme « Go ahead, punk, make my day ». Vas-y, fais-le. Et c'est signifié par quelque chose d'assez profond qui dit l'homme, alors l'humain, je préfère dire l'humain en l'occurrence parce que c'est l'homme et la femme ensemble, l'humain sont à l'image de Dieu. De ce point de vue-là, c'est qu'on a la responsabilité, la même, que celle de Dieu, c'est-à-dire de créer. Et donc, on ne se prend pas pour Dieu. On a cette responsabilité de créer une humanité, créer du lien, créer tout ce que le docteur Laurent Alexandre nous a expliqué avec son brio et son talent incroyable. Et Dieu nous demande d'être comme lui, c'est-à-dire d'espérer en l'homme. Ce que Laurent a peut-être parfois oublié, parce qu'il a un côté un peu pessimiste, non mais c'est vrai. Je peux te raconter une histoire, ça ne te dérange pas? 2 secondes. Oui, c'est vrai, mais le pessimisme, il est là. Je vais vous raconter une histoire que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas grave. Laisse tomber mes feuilles, mes notes, mes machins. C'est un petit gamin qui est dans un parc. Il est heureux, il est heureux. Il rayonne de bonheur. Alors il y a un monsieur, que ça soit à côté de lui, il dit « Mon petit, alors t'es content, toi ?» Il dit « Oui, monsieur, vous savez, j'ai été à l'école du rabbin ce matin, et il m'a raconté que c'est formidable, Dieu a fait des grands miracles pour les Hébreux, il les a sortis d'Égypte, il a ouvert la mer Rouge, il a fait un truc extraordinaire, et puis les Égyptiens après sont rentrés dans la mer Rouge pour les pourchasser, la mer les a recouverts, formidable, comment Dieu fait des grands miracles. » Monsieur lui dit « Écoute mon petit, tu m'as l'air intelligent, tu vas quand même pas croire à ces balivernes. Enfin, tu sais bien que c'est débile, ce truc-là. C'était une petite flaque, bah, d'accord, un petit lac vaguement un peu, pas très profond. Et donc, il y avait 20 cm d'eau, pas plus. Et puis, les Hébreux, ils sont passés par là, presque à pied sec. Et voilà, c'est tout. Alors, le petit est défait. Il est défait, très triste. Alors, le monsieur lui dit, mais enfin, mon petit, c'est pas ça qui doit te mettre par terre. C'est pas grave. On voit le monde tel qu'il est, pas tel qu'on le rêve. Et puis, brusquement, le petit redevient encore plus heureux, plus lumineux que ce qu'il était auparavant. Alors, le monsieur lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et le petit lui dit, oui, monsieur, je me dis quand même, quel miracle Dieu a fait
dans 20 cm d'eau, toute l'armée égyptienne s'est noyée. Et finalement, je ne veux pas commenter ce que le docteur Alexandre a dit, parce qu'il le dit avec son talent et son savoir est incroyable, mais il y a un gap entre la façon de voir les choses, quand on les présente objectivement, et la fin. Et la fin, elle était formidable. Oui, il y a un devoir des sachants, ceux qui savent, de s'occuper de ceux qui ne savent pas. Et c'est ça, Dieu. Dieu qui s'occupe des plus faibles, comme, c'est le verset de la Bible, comme un père ou une mère prend son enfant le plus faible. Toi, tu le présentes comme étant une obligation. Si on ne le fait pas, si, je prends ton exemple, vous dans la salle, vous ne prenez pas les gilets jaunes, reprends ton exemple, eh bien, ça sera une catastrophe sociale. Moi, je pense qu'il faut le faire non pas simplement par bonté d'âme ou par charité humaine, mais il faut le faire parce que c'est nécessaire à l'avancée collective de la société. Et je vais donner 2 exemples, et après on pourra poser d'autres questions et débattre. Le premier, c'est que dans cette assemblée, dont tu as eu la bonté de rappeler la haute formation et la haute qualification, je pense que si on a, vous et moi, une grosse fuite sur notre lavabo, nos WC ou notre douche, malgré les 12 ans de spécialiste de médecine, tu as dit, malgré les 4 ans à l'école, malgré toutes les formations qu'on fait, il vaudra mieux avoir un apprenti plombier qui saura réparer la fuite plutôt que notre savoir, dont tu nous as fait l'offrande, mais qui ne sert à rien pour déboucher les toilettes ou pour réparer la canalisation. Et donc, en fait, ce n'est pas par bonté d'âme qu'on va s'occuper de ceux qui ont une autre qualification de savoir, mais c'est parce que la société est faite avec des gens, c'est un peu un paradoxe, des gens, même, les mêmes, c'est la mêmeté de Ricoeur, les mêmes mais différents, les mêmes parce qu'on a la même dignité, et c'est l'enjeu de sauvegarder en permanence, quelle que soit la situation, y compris la situation de plus grand développement d'intelligence artificielle, il faudra toujours protéger la dignité humaine qui est la même pour chacun et chacune, absolument la même, peu importe le niveau d'éducation, le CSP++, c'est la même, et en même temps, protéger la différence de chacun, parce que c'est de cette différence qu'on tire une richesse, un enseignement, un enrichissement. Je ne sais pas forcément ce que l'autre à côté, même le plus intelligent, sait. Et donc c'est de nos manques qu'on se nourrit. Et le deuxième exemple, il est simple, je l'ai au doigt, voilà. C'est ma bague, et là, je vais vous raconter le miracle de cette bague qui m'a permis de comprendre des choses incroyables. Je vais, pour me marier, je vais dans une maison qui vend des bagues, très connue, et je veux acheter ma bague. Okay, et la vendeuse me vend ma bague en me disant, monsieur, voilà, je vais vous dire un bon truc, je veux une bague la plus simple, en or, voilà, point. Et elle m'explique que chaque année, il y a 12 000 personnes qui se déchiquetent le doigt avec leur bague. Ils bricolent, ils ont la bague bloquée dans un trou, un truc, un machin, un clou, ce que vous voulez. 12 000 personnes, soit arracher complètement le doigt, soit la peau, je vous dis pas, des horreurs. Moi, elle me dit ça, je tremble. Je lui dis, madame, je veux acheter la bague. Et elle me dit, oui, mais attention, cette bague-là, celle que je dois, a une spécificité. On met un point de faiblesse dans l'or qui est censé faire que l'anneau cède avant votre doigt s'il y a une traction sur l'anneau. Et pour moi, c'était une illumination. Oui, je t'assure. Moi, si tu veux, c'est la première fois que j'ai acheté une bague de mariage, donc si tu veux, je ne peux pas trop t'en parler. Il y en a qui manifestement... Oui, ben voilà. Surtout, j'ai vu... Enfin bref, ce que pouvait susciter comme pulsion les images diverses et multiples qu'on a pu voir tout à l'heure. Et donc j'en déduis qu'il y a probablement plus de pratique de la chose que moi. Mais ce que j'en sais, c'est que moi, j'ai compris à ce moment-là... Pardon, ça c'est méchant. J'en déduis donc, voilà ce que je vous propose comme réflexion, c'est que la force de ma bague, c'est sa faiblesse. Et que si on était tous ultra forts, on serait tous faibles. Ce n'est que l'intégration de la faiblesse des uns et des autres dans un système qui serait une sorte d'équipe. Et la société, c'est une équipe. On ne peut exclure personne. Et l'exemple absolu, c'est Deschamps. Et pour les plus anciens, comme moi, c'est... En 98, l'entraîneur, c'était... Bravo, il y en a une seule qui sait, Aimé Jacquet. Qu'est-ce qu'on fait de commun, Aimé Jacquet et Deschamps, en 2018 ? Ils ont considéré que pour avoir la meilleure équipe possible, il ne fallait pas prendre les meilleurs individus,
Il fallait prendre des gens parfois un peu moins bons que des joueurs qui faisaient les beaux jours de Bayern, de Real de Madrid, d'autres clubs, un peu moins bons, mais qui étaient capables de jouer ensemble, qui voulaient jouer ensemble. Et ça, c'est une piste de réflexion pour aller dans ton sens, mais pas par bonté d'âme, par intérêt. Or, quand tu fais les choses par intérêt, tu les fais avec beaucoup plus de conscience et de force. Parce que la bonté d'âme, à un moment, tu te dis, ça suffit. Et on pourrait le justifier. Rétif de la Bretonne. Quand Rétif de la Bretonne dit, il n'a pas tendu les gilets jaunes, il a dit, le travail produit des inégalités justes. Ce principe, il n'est pas un principe idéalisé, il est une constatation, et maintenant il faut lutter pour donner les mêmes armes, les mêmes chances à chacun, à chacune. Et maintenant, c'est une responsabilité, de la même façon, si on prend un exemple biblique, que Dieu dit à Noé, tu vas sauver l'humanité, tu vas sauver toute la biodiversité. Noé aurait pu dire, moi ce qui compte, c'est que je me sauve moi. Non, il a une responsabilité, lui, à agir aussi pour les autres. Et cette responsabilité, celle que tu as décrite à la fin de ton intervention, c'était remarquable. C'est une obligation, c'est un impératif, un devoir. Alors, merci beaucoup, monsieur le rabbin. Justement, monsieur Brochet, vous qui êtes philosophe, d'un point de vue philosophique, est-ce que le transhumanisme, vous l'analysez simplement comme un mouvement qui veut mettre de l'or là où la bague est fragile, ou c'est un peu plus que simplement augmenter l'homme quand on voit qu'il lui manque quelque chose? Le transhumanisme est quelque chose de très complexe en réalité, parce que c'est à la fois un mouvement culturel, sans doute un culte de la performance, qui obéit à plusieurs principes en tant que mouvement culturel. L'idée d'abord que tout ce qui est technologiquement possible sera réalisé tôt ou tard. Ensuite, qu'il appartient aux savants, eh bien, aux techniciens de réguler en accélérant certaines technologies considérées comme bénéfiques et en ralentissant, mais pas en arrêtant, en ralentissant celles qui nous semblent nocives. Et puis, troisième principe, toujours dans cette culture transhumaniste, je crois, c'est la volonté d'être proactif, c'est-à-dire d'anticiper avant que les technologies soient mises en place. Je crois que c'est l'essentiel de cette culture transhumaniste. Et à côté, on peut dire que le transhumanisme est aussi un ensemble de philosophies. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Un ensemble de philosophies, le premier qui définit le transhumanisme comme philosophie en tant que tel, c'est Max More en 1990, et il définit le transhumanisme comme un ensemble de philosophies de la vie qui recherche la poursuite de toute vie intelligente par-delà sa forme actuelle et ses limitations au moyen de la science et des technologies, dans le respect de certains principes et de certaines valeurs. Donc le transhumanisme, c'est, en tant que philosophie, l'idée, pas simplement de modifier le corps, mais d'avoir une maîtrise sur l'évolution biologique, de prendre en main en quelque sorte l'évolution des hominidés. Avec cette idée, je crois que l'homme pourrait avoir son corps transfiguré. Il ne faut pas oublier que le mot transhumanisme a été choisi au départ par Huxley, qui a emprunté le mot anglais pour traduire un mot qui, chez Dante, transhumanar, signifie transhumaniser, signifie l'arrivée d'Adam au paradis qui voit son corps transhumanisé. Autrement dit, il y a quelque chose de la transformation du corps au-delà de ses conditions présentes. Et le transhumanisme, et donc c'est là que je veux en venir en tant que philosophie, eh bien, profondément une croyance quasi religieuse, me semble-t-il, où ce n'est plus un Dieu transcendant qui viendrait transformer, transhumaniser le corps, mais la science et la technique. Et si je puis dire, il me semble, si je pouvais ajouter, comme en conclusion de ce premier point, eh bien, que si le transhumanisme est une culture, il m'apparaît comme une défaite de la culture en même temps.
parce que l'homme n'y est plus le sujet, l'acteur, souverain, maître en quelque sorte de son destin. Dans votre présentation, c'est apparu, même les dieux sont en quelque sorte les compléments de l'intelligence artificielle. Finalement, on a l'impression d'une défaite de la culture, parce que la culture, c'est le choix, c'est la capacité de renoncer. La culture, c'est le fait que l'homme est vraiment l'acteur, normalement, de sa vie, de son destin. Or là, on n'est plus que le complètement d'un processus qui se produit malgré nous, en quelque sorte. Alors, justement, dans cette mutation, ceux qui vont être acteurs, bien sûr, c'est ceux qui vont intervenir sur l'homme, et donc potentiellement la médecine ou ceux qui s'y rattachent. Monsieur Alexandre, est-ce que vous pensez que dans l'optique transhumaniste, on pourrait, parce que vous parliez d'eugénisme intellectuel, mais ça peut aussi être un eugénisme biologique et physique, est-ce que, par exemple, Stephen Hawking aurait vécu, est-ce qu'on acceptera des telles déformations par rapport à la normalité? C'est-à-dire d'accepter Hawkins tel qu'il est? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une humanité complètement homogène, hein, ou justement très diverse, parce que chacun prendra ce qu'il voudra? Ça dépendra de la loi. Il y a des foufous, vous avez vu la dame là, qui avait les dents un peu coupantes là. Il y a un courant transhumaniste qui dit qu'on a le droit de modifier son corps. Il y a une actrice, il y a une artiste française qui fait ça, Orlane. Elle se met des cornes, elle se met des trucs. Enfin, non. C'est monstrueux. Donc, la dialectique de notre rapport à la technologie va être très compliquée. Il y a un truc qui est sûr, c'est que quand la technologie va vite, elle génère du déterminisme. Vous voyez, la loi de Moore, elle est déterministe. Pas directement, mais indirectement. Je vous génère de plus en plus de capacité de calcul et de stockage. Et vous savez qu'aujourd'hui, vous mettez dans une petite clé USB comme ça, vous mettez maintenant déjà 2 Tera. Donc on crée des montagnes de data. C'est une conséquence indirecte de la loi de Moore, même si la loi de Moore était sur les processeurs et pas sur le stockage de mémoire au départ. On a plein de data. Grâce à la data, on réussit à faire décoller le deep learning. On a du deep learning. À partir du moment où on a du deep learning, on est capable de traiter les montagnes de data. On régénère encore plus de data. Aucun être humain n'est capable de traiter la data, donc on est obligé de passer par des systèmes informatiques, connexionnistes ou symboliques pour traiter la data. Et on a finalement un toboggan déterministe, indirect. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous défie de faire avec votre bite et votre couteau un séquençage ADN, c'est 20 téraoctets. 20 000 gigaoctets par séquençage ADN. Vous êtes obligé de passer par des systèmes d'IA symboliques en l'occurrence. Vous voyez bien que on ne peut pas reculer ou très difficilement reculer une fois qu'on a des bottlenecks technologiques. Entre le premier transistor en 1947 et aujourd'hui, on a effectivement, du fait de la rapidité de la technologie, on n'a pas eu le temps de se poser des questions, on a bouffé de plus en plus de technologies, 98% des Français ont un smartphone, et je ne dis pas que c'est mal, contrairement à Finkielkraut. On n'a pas résisté au toboggan technologique. Donc oui, on a une part de déterminisme technologique quand la technologie va vite, parce que finalement, le tsunami nous submerge et on bouffe de plus en plus de technologie. En matière de santé, ma conviction, pour avoir vu dans ma vie beaucoup de cancéreux en phase terminale, quand je vois ce que les gens sont prêts à absorber comme dernier protocole de chimiothérapie ultra lourd et dégueulasse pour gagner 3 jours, je me dis que pour gagner 50 ans, les gens accepteront des doses de technologie immenses. Je pense que nous préférons être transhumains que morts, nous préférons être transhumains que souffreteux, que vieux. Et vous savez bien que ma génération, la génération du baby-boom et du pass-baby-boom, nous sommes en réalité en train de devenir la génération de l'Alzheimer.
Moi, j'ai 58 ans, donc l'âge du début du déclin cognitif. Et après le déclin cognitif, il y a le vrai gâtisme. Donc ma génération, finalement, elle a le choix entre deux possibilités. Soit la maison pour personnes âgées dépendantes de base, avec 2 changements de couche par jour. Soit la maison pour personnes âgées dépendantes de luxe, avec 6 changements de couche par jour. Vous savez qu'il n'y a aucun traitement contre l'Alzheimer aujourd'hui. Demain, si on propose à ma génération les implants intracérébraux, des thérapies géniques, des cellules souches qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui pourraient exister demain, on préférera ça plutôt que d'avoir une couche culotte. Je vous rappelle qu'au Japon, par exemple, il se vend 2 fois plus de couches culottes pour vieux que pour enfants. C'est un destin qui n'est pas glorieux et qui n'est pas fascinant. Donc oui, je crois que nous allons accepter beaucoup de technologies. Et moi, je connais assez peu de gens qui ne sont pas affolés à l'idée d'être alzheimérien. Donc oui, on va être faible et fragile, et on va accepter de mettre le doigt dans l'engrenage technologique. Je ne vois pas comment on résisterait. Il y a des gens qui résisteront, hein, mais ils seront extrêmement marginaux, à mon avis. Monsieur le Grand Rabbin ou Monsieur Brochier. Moi, ce que j'aurais simplement précisé, c'est que, quoi qu'il en soit, ce n'est pas un déterminisme. Il y a une volonté. La loi de Moore, eh bien, elle n'a pu être vérifiée, en quelque sorte, que parce qu'il y a un organisme, l'IRTS, qui s'emploie à réunir toutes les conditions pour la réalisation de cette prophétie, en quelque sorte. C'est un déterminisme observationnel. On peut constater qu'il y a un toboggan et qu'on a eu du mal à freiner. Ce qui est important, ce n'est pas un déterminisme, il y a une volonté. Je ne dis pas qu'il fallait refuser, mais il y a une volonté. C'est important de voir ça. Et dans le rapport qui a lancé en quelque sorte... Il y a un déterminisme partiel. Qui a lancé le transhumanisme, mais je suis d'accord, il y a une nécessité partielle, on pourra... Il est d'accord. Qui a lancé le transhumanisme sur la scène internationale, le rapport donc, sur la convergence des technologies pour l'amélioration de la performance humaine, qui a introduit l'acronyme NBIC, le précise très bien, les rapporteurs le précisent très bien dans l'introduction en disant ça ne va pas de soi, il faut le décider, il y a un volontarisme. Je crois que c'est un point important, ça veut dire que derrière il y a des questions, que décide-t-on ? Quel choix? Comment orientons-nous? Mais si on se dit simplement que tout va de soi, en quelque sorte, qu'il y a un toboggan, effectivement, qu'on n'a plus qu'à suivre, dont on n'a plus qu'à suivre les lignes, eh bien, on risque d'oublier nos capacités de choix. Juste un mot. Tout à l'heure, on a parlé d'Huxley. Hein. Celui qui a inventé le mot transhumaniste en 1957, ce n'est pas l'auteur du Meilleur des mondes. C'est son frère. C'est le frère d'Aldous Huxley. Aldous Huxley a décrit la première vision d'horreur d'une société eugéniste transhumaniste, et son frère, qui lui était pro-eugéniste et pro-transhumaniste, a cherché un mot pour oublier le mot eugéniste, qui sentait trop bon le Troisième Reich, et il a cherché un mot, parce que c'était un homme de gauche, il voulait que les ouvriers soient les égaux des patrons par la technologie, il a cherché un mot qui signifiait dans sa tête à lui eugéniste de gauche. Et transhumaniste est né comme ça, dans la volonté de développer des technologies qui allaient permettre de réduire les inégalités intellectuelles grâce au NBIC qu'on n'appelait pas encore comme ça en 1957. Alors maintenant qu'on est sur la pente technologique, le toboggan, Monsieur le Rabbin, vous voulez réagir sur le fait que ce toboggan technologique soit inéluctable et que... Inéluctable ou pas? J'ai dit qu'on a du mal à pas descendre le toboggan, okay. On peut le constater. À part Finkielkraut, qui n'a pas de smartphone. Mais Finkielkraut en a acheté un la semaine dernière. Quelle marque? C'est un iPhone. Ah. Ok. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants encore petits. Enfin, je ne joue plus, mais maintenant j'ai une petite fille. Et le toboggan, je sais comment ça marche. Moi aussi, j'ai des enfants petits. Hein. Alors voilà, regarde, le toboggan, comment ça fonctionne? Tout le monde pense que ça descend, pas du tout. Ça descend, ça peut remonter. Alors, voilà. Est-ce que justement il faut descendre pour remonter? Est-ce qu'il faut connaître le pire? Je pense. Et bonjour pour reculer sur la loi de Moore. Hein. Non, c'est pas là-dessus dont je parle. Non, c'est en ça que c'est fort. Ton argumentation, elle est juste. Mais je me rends compte que l'humanité, parce qu'elle a conscience à la fois de ses faiblesses et que cette faiblesse est une richesse. Et qu'on ne peut pas être dans un monde, comme vous le disiez tout à l'heure, que d'hyper-performance. Ce qui est finalement un rêve, mais un rêve
impossible, parce qu'il y aura toujours les faibles de quelqu'un. On est toujours les faibles de quelqu'un. Je ne veux pas faire de critique en telle ou telle école, mais il y a des écoles où on entre dans une école, par exemple, et tout le monde vous dit « Oh, c'est dans cette école », et celui à qui on dit « C'est formidable, c'est dans cette école », lui, son rage, c'est qu'il était admissible dans celle au-dessus, et il n'a pas pu rentrer. Donc, on est toujours le faible de quelqu'un et le fort de quelqu'un d'autre. Mais ce que je veux te démontrer, c'est que justement sur ton domaine de prédilection, qui est la médecine, non, on a repris le toboggan en remontant. Par exemple, lorsqu'on a prôné quelque chose qui est maintenant dans tous les esprits et qui n'était pas au début, tu l'as très bien décrit, c'est qu'on a arrêté d'être obsédé par l'acharnement thérapeutique. Et qu'on a considéré qu'il y avait un moment où il fallait donner du care à quelqu'un, non pas que dans le cure, c'est-à-dire ne pas que dans le traitement, mais que s'occuper humainement, comment tu as dit tout à l'heure, prendre la main du patient, c'était une forme de traitement. Et la grandeur, par exemple, d'un centre, comme je vois le padré qui est devant moi, le centre Jeanne Garnier, par exemple, où non seulement on s'occupe des patients, mais on s'occupe des familles des patients, c'est une façon de dire, on ne va pas hyper médicaliser la fin de vie, on va vous rendre à votre humanité, c'est-à-dire qu'on a repris le toboggan en remontant et en considérant que, oui, il y avait une finitude humaine, mais que cette finitude, on ne devait pas ni céder à l'obsession de la souffrance, une forme doloriste, voilà, je souffre, donc je suis, non, ou j'expie, je souffre, donc j'expie, donc je suis, non, mais je n'ai pas à souffrir, mais je dois être pris en charge, accompagné, je ne dois pas être isolé. Et on ne va pas considérer que la médecine, sa réussite sera de me faire mourir, mais guéri. Non. À un moment, elle se met en retrait. Elle a cette intelligence, la médecine. Et les médecins l'ont. Même si, pour être honnête, et j'ose le dire devant Madame la députée, par exemple, nous n'avons pas encore de professeurs de soins palliatifs. Il y en a 4 et ils ne sont que temporaires. Il n'y a pas des professeurs de médecine en soins palliatifs, ce qui est une minoration de la discipline. Donc il y a encore du chemin à faire. Mais voilà un exemple essentiel. On a considéré que notre hypertechnicité était finalement faillible face aux besoins simplement d'humanité. 2 autres exemples si tu veux. Vous ne savez même pas ce que c'est une VHS. Vous ne savez plus ce que c'est une VHS, mais non. Arrêtez vos histoires. Vous êtes trop jeune. Bon, le padré et moi, oui, mais pas... Il vous prend pour des neuneux. Non, non. N'empêche que vous savez ce qu'est un micro-sillon. C'est-à-dire que on est passé... Vous savez ce que c'est parce que c'est redevenu à la mode. Comme si l'hypertechnicité disait, oui, c'est mieux, c'est plus pratique, on a dématérialisé le support de disque, mais finalement, on perdait quelque chose et il faut revenir. Et vous savez comment je connais ça? C'est que moi, j'ai une chance incroyable dans le judaïsme. Il y a un jour où je fais pire que Finkielkraut, je n'ai pas d'iPhone, pas de smartphone, pas de téléphone tout court, pas de télé, pas de voiture, pas de train, pas d'électricité que j'utilise directement, et je ne reviens pas à l'âge de pierre. Je retrouve mon humanité. Celle qui fait que si je veux parler à quelqu'un, je lui parle comme ça. Je ne fais pas Skype, je ne prends pas mon téléphone, je lui parle d'homme à homme, si j'ose dire. Quand je veux aller quelque part, je retrouve mon humanité qui m'emmène là où mes pieds me mènent. Je ne prends pas de taxi, pas de bus, pas de métro, pas de voiture. Alors vous allez me dire, mais c'est inadmissible. La modernité fait que vous perdez en capacité. Non. Je retrouve le sens d'être capable de me passer de quelque chose. Et je vais vous faire un exemple. Prenez, je ne sais pas moi, la 5e personne de la 4e rangée. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux me donner, jeune homme? Attends, je compte bien. Toi. Toi là, en gris, ne fais pas semblant de regarder ton copain, c'est toi. Il est en train de se cacher. Est-ce que tu es capable de me donner le numéro de téléphone de 5 personnes proches, par cœur, comme ça? Ben non. Voilà. Avant, quand on n'avait pas les smartphones, on connaissait tous les numéros de téléphone qu'on faisait de manière évidente. Donc tu vois que l'hypertechnicité, ce que tu appelais le toboggan, nous donne plus de pouvoir, mais comme ce pouvoir nous tient, en réalité on a moins de pouvoir. Et je pense qu'il faut avoir en permanence la capacité à se passer de cela pour ne jamais perdre de vue notre humanité réelle, avec ses failles, avec ses faiblesses. Alors, là vous proposez... Non, bien sûr, mais je suis quand même impressionné que le grand rabbin de France respecte aussi scrupuleusement le Shabbat. Ouais. Justement, vous proposez une approche assez
enfin sentimentale, quand vous parlez des soins palliatifs, etc., religieuse presque, de cette révolution transhumaniste. Est-ce que du côté de l'éthique et donc de ce qui passe dans nos sociétés pour un peu plus objectif, on a aussi peut-être un salut à chercher dans le CCNE? Est-ce qu'il est encore crédible face à Google, Facebook, Amazon, Apple, etc. ou plus du tout pour vous, Monsieur Brochet? J'aime beaucoup la remarque de Nick Bostrom, qui est de constater que nous ne savons pas ce qu'est l'éthique. Il remarque qu'il a fait les calculs par rapport aux philosophes de profession, justement, et il note 26% sont pour l'éthique déontologique, 23% pour l'éthique conséquentialiste, 18% pour l'éthique des vertus. Il dit, mais on n'est pas capable, en fait, de savoir ce qu'est l'éthique, ce qu'est un bon choix. Et selon lui, eh bien, il n'y aurait qu'une super intelligence qui en serait capable. Alors, en tout cas, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a avant, ou en même temps que le développement des nouvelles technologies, il y a des questions à se poser pour savoir ce qu'est l'éthique, comment discerner pour savoir quelles sont les bonnes décisions. En tout cas, pour le coup, là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il va falloir inventer l'éthique. Voilà. Et ce qui est très troublant, c'est de voir à quel point on scotomise le fait qu'on change d'éthique comme on change de chemise. Alors vous allez me dire que c'est parce que je suis chirurgien urologue que je pense à ça, mais il est incroyable de penser qu'en Amérique du Nord, il y a 50 ans, on a lobotomisé des gamins parce qu'ils se masturbaient trop. Avec l'accord du curé, du médecin, des éducateurs et des parents qui trouvaient que c'était péché de se masturber. Lobotomiser, c'est-à-dire couper le cerveau en deux en coupant le corps calleux. Ce qui effectivement diminue beaucoup la libido. La sœur de JF Kennedy aimait bien les garçons. Et quand elle était jeune, ses parents ont cru que le fait qu'elle ait des aventures sexuelles avec des garçons, notamment quand elle allait au bal, puisse nuire à la campagne présidentielle de JF Kennedy. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait pour qu'elle arrête de baiser? Ils lui ont coupé le corps calleux, donc ils lui ont fait aussi une lobotomie. La lobotomie s'est mal passée, elle s'est infectée et elle a fini en chaise roulante. Donc elle ne couchait plus du tout. Donc elle n'a pas gêné la campagne présidentielle, les Kennedy étaient enchantés et ils allaient la voir un jour à Thanksgiving. Elle était en institution, en chaise roulante, complètement neuneux après son infection du cerveau, liée à l'opération qu'on lui avait faite pour qu'elle couche moins. Et à l'époque, on trouvait ça normal. Des lobotomies, on en a fait 100 000. Et éthiquement, on trouvait ça très bien. La pilule, c'était mal, mais la lobotomie, pour raisons sexuelles, c'était super. Vous voyez à quel point on change d'éthique. Et de savoir quelle éthique il faut demain pour gouverner notre pouvoir démiurgique, notre pouvoir d'Homo Deus, c'est une question extraordinairement compliquée. Moi, je n'ai bien évidemment pas la réponse, et je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup d'humilité sur l'éthique, car effectivement, on va avoir besoin de normes éthiques pour encadrer et réguler Homo Deus, sauf que l'histoire montre que notre éthique, elle est à géométrie variable, très fragile, qu'on ne la connaît pas bien, qu'on en change souvent. Donc, encadrer ces technologies incroyables, alors que sur le plan éthique, on est nul et volage, ça ne va pas être fastoche. Monsieur le Grand Rabbin, juste, est-ce que vous pensez qu'on a les garde-fous nécessaires aujourd'hui, efficaces, avec le CCNE par exemple, pour lutter contre cette révolution technologique? Mais non, j'ose dire non froidement. C'est pas une blague, parce que le CCNE fait un très beau travail. Je n'ai pas dit qu'il ne fait pas un beau travail. Non. Il n'a pas la technologie pour encadrer tout ça. C'est même pas ça. C'est que le Conseil national d'éthique est écouté encore en France. Il est consultatif, d'ailleurs, tu remarqueras. Il est consultatif, mais au niveau mondial, c'est peanut, c'est rien. Les Chinois se contrefoutent de ce que peut dire le professeur Delfrécy, qui est un gars formidable, mais il n'écoute pas. Et en réalité, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec ta présentation tout à l'heure, sur... C'est sa remarque qui me fait penser, parce qu'elle est très juste. L'Europe a un poids énorme. D'abord, elle a un poids moral. Elle a un poids historique.
L'Europe, c'est Athènes, c'est Rome, c'est Jérusalem, c'est la République, c'est les trois fondements qui obligent à réfléchir sur ce qu'on fait. Quand tu présentes ce qui s'est passé en 61 sur l'élection de Kennedy, avec ce qui se passe maintenant en disant voilà, c'est à l'éthique, ben, tant mieux. Parce que maintenant, ça ne serait impensable. Parce que maintenant, ce serait terrifiant pour sa campagne, parce que si ça sortait qu'il a fait ça ou que quelqu'un a fait ça sur sa campagne, ce serait une catastrophe pour lui. Donc les normes éthiques ont évolué et dans le bon sens. Je ne dis pas que c'est parfait, mais je dis que dans le concert des nations, oui, la Chine peut dire peu manchot de ce qui se passe à Bruxelles ou en Europe, mais si toute l'Europe, dans une sorte de révision des lois d'Oviedo, de la Convention d'Oviedo, arrivait à mettre des règles, en tout cas des normes sur l'IA, parce que c'est ça l'enjeu, c'est l'IA, et sur, non pas le transhumanisme, parce que tu l'as dit, c'est très divers. Le bébé à la carte. Non, oui, le bébé à la carte. Oviedo. Tu as raison. Oviedo, c'est sur le bébé à la Oui, carte. donc moi ce qui m'intéresse c'est ça. C'est sur la manipulation d'une sorte de bébé idéal qui était posé il y a 40 ans, 45 ans, et qui sera posé aujourd'hui parce que c'est déjà posé. Et donc mon sentiment c'est qu'on peut imposer quelque chose, et je te dirais de la même façon d'ailleurs que sur le toboggan qui remonte, que quand tu dis un peu rapidement notre armée c'est peanuts, c'est pas juste, d'abord parce que j'étais aumônier des armées, que je connais nos forces, et que nos forces, elles sont aussi complémentaires des forces américaines. Parce qu'au Mali, ce que nous on a su faire au Mali, aucun Américain n'aurait pu le faire. Pardon. Oui, mais c'est un plus petit canard que la Chine, hein, le Mali. Je suis d'accord. Non, c'est pas ça. C'est que ce qu'on a fait dans le monde, nos forces font dans le monde, les Américains ne s'y sont pas risqués parce qu'ils ne savent plus le faire. Parce que depuis la chute du Faucon Noir, c'est-à-dire des Américains en Somalie, ils ont considéré qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser ce type de terrain, d'opération extérieure, ce que nous savons parfaitement faire. Voilà pourquoi, quand par exemple on est allé taper, je donne ça comme technique, j'espère que certains ont fait l'armée dans l'armée de l'air, lorsqu'on est allé faire, on est allé taper au Mali, au tout début des engagements en janvier 2013, on a fait une mission de 10 000 km à peu près, nous avions sont partis de Nancy, ils ont fait 4 ravitaillements en vol avec des avions américains. Parce que les Américains ont besoin de notre technicité, de ce qu'on sait faire, pour aussi... Donc il y a aussi une forme de complémentarité, et je pense que le monde va fonctionner comme ça. Oui, tu as raison. Le poids des Américains et des Chinois, il est énormissime par rapport à ce qu'on fait. Mais on a une force qui est peut-être là, et qui est ailleurs aussi en France, une force d'innovation hors norme. Quand tu regardes ce qui est fait, c'est vrai qu'on n'est pas très fort pour breveter des choses, et que souvent on travaille, on produit de l'inventivité, et d'autres brevettent cette inventivité. Mais je suis persuadé qu'on a aussi dans ce que tu appelais là, non, c'est la députée très justement qui parlait de la révision des lois de Schumpeter. Oui, mais l'innovation, elle est schumpeterienne. C'est-à-dire qu'il y a des innovations destructrices, mais l'innovation est créatrice. Et donc notre force en Europe, et en particulier en France, c'est d'être capable d'avoir une sorte de connexion permanente avec la profondeur du temps et d'avoir la capacité à aussi imaginer, rêver quelque chose d'autre. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit plus proche des entreprises, plus proche de la réalisation concrète de ce qu'on invente. Parce qu'on invente beaucoup. Et tu le sais, tu l'as écrit dans ton livre. On invente beaucoup. Oui, mais on n'a pas créé de grandes entreprises depuis 1960 en Europe. Et alors, c'est bien. Les GAFA ne sont pas européens, les BATX chinois non plus. Et dans le domaine des nanobiotechnologies, on a quelques toutes petites pépites. On a des startups extraordinaires. Oui, des startups extraordinaires, mais pas des géants internationaux. Et pour rester sur le plan éthique et sur le rôle de l'Europe et de la France, notamment dans l'éthique et dans la façon dont on envisage la société de demain, est-ce qu'on peut, et c'est à vous que j'adresse cette question, Monsieur Brochet, établir une sorte de parallèle entre ce qu'on a fait avec l'environnement, où on voyait la technique qui nuisait à l'environnement? Est-ce que ce phénomène, ce que Hans Jonas appelait l'heuristique de la peur, on peut aussi l'observer quand la technique agit sur l'homme? Et est-ce que c'est une prise de conscience collective à très forte dose qui peut nous permettre d'envisager une nouvelle éthique? Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de regarder les différents rapports européens en réaction au rapport donc, de 2002 sur la convergence technologique. En 2004, il y a un premier rapport qui s'inquiète justement de cette éthique transhumaniste, parce que le transhumanisme c'est aussi une éthique, de cette éthique transhumaniste, et qui dit nous, non, ce qu'on veut augmenter, c'est précisément la connaissance, et puis c'est améliorer l'environnement. Et donc on
on renonce en quelque sorte à ce qui se fait aux États-Unis, ce qui explique peut-être aussi en partie pourquoi aux États-Unis on est allé plus vite qu'en Europe. Et en 2006, c'est un autre rapport de la Commission européenne qui s'interroge pour savoir s'il faut faire un débat public en Europe. Et en 2009, je vais vite, avec Human Enhancement, eh bien, là on se dit on a pris du retard, il faut lancer les opérations. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on avait un principe un petit peu humaniste qui était de dire attention, nous ce qu'on veut développer, c'est principalement des questions éthiques. Quelque chose, on a une vision humaniste en quelque sorte de la technologie, et finalement, eh bien, je crois qu'on s'est rangé à la course après les États-Unis et la Chine. Pardon, Monsieur Alexandre. Pardon, ça dépend quand même de ce qu'on en fait, parce que tout le principe, il y a quelque chose. On peut dire ça n'existe pas, mais c'est débile. Il a raison, Laurent a absolument raison. Quelqu'un qui serait malade, on lui propose un traitement, il dirait non, mais jamais d'avis, on n'est pas fou. Mais la différence, c'est que, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est asservi à ce traitement ou on garde notre libre arbitre? C'est ça la différence. La question, c'est pas le traitement. La question, c'est de savoir si cette technique sert à modifier notre corps. Mais alors, si on modifie... Indépendamment de tout traitement ou thérapie. C'est la question, finalement. Enfin, quelqu'un qui marche mal, on lui fait une prothèse de la hanche. On ne dit pas non, aujourd'hui. C'est pas transhumaniste. C'est pas transhumaniste. C'est insu. On est dans C'est médical. On est dans la réparation. Voilà. On est dans la réparation. Donc, la limite, c'est pas de créer un surhomme, c'est de revenir à l'étiage de l'humanité. Avec une finitude. Mais tu sais très bien, c'est l'éternel problème. On est en 2030. Notre rétine centrale, elle voit à peu près 1 million de pixels à la louche. Tu es aveugle. Il y a des prothèses. Est-ce qu'on va interdire aux gens qui sont aveugles et qui se font mettre une prothèse oculaire de faire mettre des prothèses rétiniennes à 2 millions, 3 millions, 4 millions ou 5 millions de pixels? On voit bien que si on leur met une prothèse à 1 million de pixels, on va leur donner la vue d'un homme normal, c'est de la médecine, mais s'ils prennent la prothèse à 3 millions de pixels, les aveugles vont être des aveugles augmentés, des aveugles transhumains. Est-ce qu'on imagine une loi disant les aveugles qui se font poser une prothèse rétinienne vont en prison s'ils dépassent 1 million de pixels de vision centrale de la rétine? Bien sûr que non. On voit sur cet exemple caricatural qu'il y a un continuum entre la réparation et l'augmentation, et vous allez voir qu'on va avoir de plus en plus de mal à mettre une limite entre l'augmentation et la réparation. Oui, mais là, tu n'as pas de rupture. Disons que c'est la même chose, tu n'as pas de rupture. Moi, je te parle d'une rupture. Tu pourrais mettre la vision infrarouge dans ta prothèse. Alors, Batman. Mais je l'ai déjà. Alors justement, vous avez prononcé le mot, une loi. Justement, Madame la députée, la régulation, c'est quand même au cœur de vos problématiques. Est-ce que face à Batman, comme le disait le grand rabbin, est-ce que vous avez une question à poser à nos intervenants ou une remarque? Alors, merci beaucoup. Moi, j'ai une remarque parce que il faut qu'on crée de la régulation tout en permettant l'innovation. Parce qu'il y a quand même dans ces innovations des choses qui sont des progrès. Et donc, oui, il faut qu'on se crée une éthique, mais il faut qu'on réfléchisse bien aux règles qu'on se fixe. Parce que si on arrête des bonnes innovations parce qu'on veut en arrêter ou en encadrer certaines qui nous semblent dangereuses, on n'aura pas fait de progrès. Et donc je pense que toute la difficulté, et c'est une réflexion qui avait eu lieu au niveau européen, c'est d'avoir une régulation principielle et pas normative. J'essaie d'expliquer aux nombreuses personnes qui sont derrière. C'est-à-dire, il faut qu'on compte sur la responsabilité individuelle à comprendre des principes d'action, plutôt que de fixer des normes qui soient écrites et qui, au moment où elles seront écrites, seront déjà dépassées. Je vais prendre un exemple qui va vous sembler décalé. Mais nous sommes avec le ministre du Logement en train de réduire le code de la construction de 30%. Chaque fois qu'il y a 3 pages, on en déchire une. Comment on fait ça? On dit, en fait, dans le code de la construction, ce qu'on veut, c'est avoir des résultats plutôt que de décrire les moyens. On veut que les bâtiments ils soient moins consommateurs d'énergie, on veut qu'ils soient solides, on veut qu'ils soient adaptés à des personnes en chaise roulante, mais on n'a pas besoin d'écrire s'il faut du placo de 8, de 10 ou de 12, s'il faut mettre de la fibre de verre avec tant de pourcentage de tel élément, etc. Ce qui est aujourd'hui le cas. Donc je pense que sur les questions qui nous animent, la difficulté pour nous, législateurs,
ça va être d'accepter d'écrire des normes principielles et pas des normes qui détaillent les moyens. Parce que GDPR, comme le disait Laurent Alexandre, moi j'ai beaucoup travaillé sur le sujet avant d'être député, mais je continue. Là où ça a été difficile, c'est que ça devait être principiel et c'est devenu détaillé. Et donc, il faut qu'on réfléchisse, et c'est une réflexion philosophique, sur exactement ce qu'on se disait avant. Qu'est-ce qu'est de la continuité? Qu'est-ce qu'est de la réparation? Qu'est-ce qu'est de l'augmentation? À quel moment on dénature l'homme? À quel moment on le sert? Et c'est là qui est, à mon avis, une difficulté, parce qu'on n'a jamais produit la loi de manière principielle, en tout cas pas en France, parce qu'on ne croit pas à la jurisprudence, on croit à la norme écrite, solide, votée. Alors, juste, parce que le grand rabbin a une blague à faire, je crois. Non. Donc justement, je ne vais pas la faire. Ce que j'ai dit à Laurent, je lui ai dit, elle est marrante, ça s'appelle le Talmud, ce dont elle parle, c'est vrai. Mais je vais peut-être me convertir, du coup, pour m'aider dans mon travail. Non, mais parce que c'est exactement ça. Vous avez des principes. Non, mais on établit des principes. Et si je peux me permettre, le législateur a toujours ce défaut d'avoir des lois trop longues maintenant, alors qu'avant, il y avait une loi avec 3 lignes, 4 lignes, 2 articles, 3 articles. Et ensuite, il y avait des décrets d'application qui précisaient les choses. Mais on doit aller au principe. Et vous avez absolument raison. Et Laurent le disait avec vraiment force et justesse. On ne peut pas se priver de tout sous prétexte qu'il y a des choses qui posent question. Et le principe même, de mon point de vue, le principe de l'éthique, c'est quoi? Oui, c'est ralentir un peu le système. C'est vrai. Chaque fois que vous induisez dans un système de l'éthique, vous le ralentissez. Mais comme vous instillez dans le système de la confiance, alors à moyen terme et surtout à long terme, vous récoltez beaucoup plus d'efficacité. Donc, il faut de l'éthique, mais il ne faut pas se priver. On ne peut pas opposer éthique et religion d'un côté et technologie de l'autre. On est assez dans le monde pour pouvoir avancer, juger les choses et dire des fois on ne sait pas. En tout cas, on se pose des questions. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas comme seul critère la performance. 1 million, 2 millions, ou 3 millions, ou 10 millions de pixels. La question, c'est est-ce qu'on peut rendre à quelqu'un toute sa place dans la société? Et est-ce que finalement, l'enjeu, c'est que par manque d'humanité qui fait que quand quelqu'un voit mal, on le prend par le bras, on l'accompagne, est-ce qu'on n'a pas été chercher dans la technique le fait de constater notre incapacité à développer la fraternité et l'humanité? Ça, c'est la vraie question. Monsieur Alexandre, pour vous, quel principe pour la loi de demain sur la bioéthique? C'est sans doute la question la plus difficile à laquelle on a à répondre. Je vous ai dit à quel point notre vision éthique, elle bouge. Et puis, on a vite fait de faire des conneries quand on parle de régulation. En ce moment, il y a quelques inconscients qui ne connaissent pas le deep learning, qui sont en train de vouloir que les systèmes de deep learning soient auditables et explicables. Alors, pour tous ceux dans la salle qui ont déjà fait du deep learning, vous savez très bien que d'aller expliquer dans le détail le comportement des 800 millions de neurones virtuels, bientôt 10 000 milliards, chez Facebook, ils envisagent de faire des CNN à 10 000 milliards de neurones virtuels. Si vous êtes capable d'expliquer le comportement final, compte tenu de la backpropagation de votre réseau de neurones, eh ben, bonjour les dégâts. Vous pouvez avoir une explicabilité très partielle, mais il est aussi impossible d'auditer un système de deep learning que de savoir ce qui s'est passé dans les 85 milliards de neurones du cancérologue quand il a choisi la chimiothérapie. Et les législateurs, au niveau européen, sont en train d'exiger l'auditabilité, explicabilité des systèmes de deep learning. C'est complètement con, sauf que à Bruxelles, l'expertise technologique est vraiment faible et qu'il y a plus d'éthiciens que de technologues et qu'il y a un déséquilibre entre ceux qui comprennent la technologie et ceux qui veulent la réguler. Donc, sur la techno, il faut faire gaffe. Moi, je ne suis pas un transhumaniste fou qui veut s'asseoir sur l'éthique, ne serait-ce que parce que je suis docteur. Mais il faut qu'on fasse gaffe à ne pas être les spécialistes mondiaux de l'éthique pendant que les pays du bord du Pacifique soient les spécialistes technologiques. Nous en prenons le chemin. Pour reprendre l'expression d'un de mes amis, Nicolas Bouzou, faisons attention à ne pas devenir le café de Flore des technologies NBIC. Merci beaucoup. Et Monsieur Brochier, pour vous, justement, en France, quel principe pour la régulation française pour l'avenir? Je ne sais pas, ce que je pense, c'est que si on ne doit pas enlever l'éthique et se cantonner à la question de l'éthique, ça signifie qu'il faut que les scientifiques, les techniciens,
tout en se formant dans leur technique et leur science, et une formation éthique et philosophique solide, et inversement que les philosophes aient une formation scientifique solide. Ce qui n'est pas gagné. Ce qui n'est pas gagné. En tout cas, je crois que si on veut découvrir, fixer des principes éthiques, une question est essentielle, c'est la question de savoir qu'est-ce que l'homme, justement. La députée posait la question tout à l'heure, et je crains qu'on parte sur de mauvaises bases quand on estime que l'homme est une machine essentiellement, qu'on peut améliorer et qui est performante. Il est une machine très compliquée, mais il reste une machine. Est-ce que c'est pas là qu'une image? Non. Une nanomachine, super compliquée. En tout cas, Honnêtement. Non, c'est vrai. Sur le café de Flore, je reconnais le génie de Nicolas, là. C'est vrai que c'est joli. Mais c'est pas vraiment comme ça. Et je vais te dire pourquoi. Parce que c'est pas parce que on a une réflexion éthique qu'on peut pas en même temps chercher. Je n'ai pas dit le contraire. Non. J'ai dit que nous, Non, mais à nous l'éthique, à eux la science, et donc c'est un petit peu ce qu'on fait. Du monde. En tout cas, en intelligence artificielle, c'est quand même la réalité. Non, parce que c'est ce qui semble, parce que tu l'as dit, on n'a peut-être pas de grosses boîtes qui fonctionnent, mais on a énormément de pépites que d'autres viennent prendre. Tous nos chercheurs. Combien d'étudiants de l'école vont à l'étranger, travaillent dans l'intelligence artificielle à l'étranger? Ça s'appelle de la colonisation technologique. Mais d'avoir nos meilleurs chercheurs qui se taillent, c'est pas ça qui donne la puissance à l'Europe. Quand tu dis le café de Flore, c'est juste, par exemple, sur la recherche sur l'embryon, on avait souvent, quand j'étais au comité national d'éthique, des rencontres avec notamment nos confrères d'Allemagne et de Grande-Bretagne. En Angleterre, ils n'ont aucune limitation sur la recherche sur l'embryon. Et ils n'ont pas un demi-quart de prix Nobel sur la question. C'est pas parce qu'ils n'ont plus de barrière éthique sur la question qu'ils ont plus trouvé que nous. C'est pas ce que j'ai dit. Non, je dis donc que les impératifs éthiques ne diminuent pas l'efficacité, en tout cas la capacité à chercher et à trouver. C'est pas ce que j'ai dit. Bon. J'ai dit qu'il ne faudrait pas qu'on se limite à la partie éthique. J'ai pas dit que le fait de faire de l'éthique, c'est ça qui freinait et castrait les chercheurs. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Leur tourne quand même. Mais un grand merci à vous trois, un grand merci à nos trois invités. Je peux les applaudir. Et merci beaucoup à l'éclairage politique de Madame la députée, bien sûr. On vous invite bien sûr pour les 2 autres tables rondes de la semaine à Centrale mercredi sur l'intelligence artificielle, voilà, avec aussi des invités de grande qualité. Et la semaine prochaine, ce sera mercredi d'après à l'ENS Paris-Saclay sur un côté un peu plus philo. Voilà.